je crois que nos deux premiers intervenants étaient à ce point brillants qu'on peut se permettre, sans transition, de passer à l'intervention de Pascal Breuil. On va enchaîner sur cette intervention pour pouvoir conserver un petit temps d'échange avec la salle. Donc Pascal Breuil sur la dimension du vieillissement, je vous en prie, c'est à vous. Donc bonjour à tous. Donc je vous remercie de m'avoir proposé de parler du vieillissement à titre institutionnel, bien sûr, parce que le vieillissement, c'est avant tout une chance. Si la France vieillit, le principal moteur du vieillissement en France, c'est l'augmentation de notre espérance de vie. En 50 ans, on a gagné plus de 10 ans d'espérance de vie, dont 7 ans après 60 ans, grâce notamment au progrès de lutte contre les maladies infectieuses ou les problèmes cardiovasculaires. Donc le vieillissement, c'est une chance, c'est bien sûr aussi un défi, d'autant qu'en France, notre histoire démographique s'est traduite par un baby-boom qui a maintenant un rôle d'accélérateur dans le vieillissement. Et ce dont je vais vous parler, ça va être dans un premier temps des enjeux macroéconomiques du vieillissement, avant d'en venir plutôt aux aspects individuels. Donc sur les enjeux macroéconomiques, la démographie et le vieillissement, c'est tout à la fois ce qui permet de financer notre modèle de protection sociale et ce qui permet de répondre aux besoins. Quand on pense au vieillissement, on pense à l'augmentation du nombre de personnes âgées, mais si vous regardez cette courbe-là, qui représente l'évolution du nombre de personnes de 20 à 60 ans dans la population, ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu une forte augmentation du nombre de personnes d'âge actif avec l'arrivée des baby-boomers, donc à partir de 1966 jusqu'en 2006. Et donc on a eu pendant des décennies en France une démographie qui était un moteur pour notre économie, puisque chaque année arrivait 200 000 personnes en plus sur le marché du travail. Maintenant, si on regarde sur le nombre de 60 ans et plus, eh bien, ces baby-boomers arrivent à l'âge de la retraite, je ne vous apprends rien, et c'est le nombre de 60 ans et plus qui augmente. Donc c'est plutôt ce qui représente les besoins en termes de vieillissement et non plus les financeurs. Conséquence de tout ça, si je regarde un petit peu l'évolution du produit intérieur brut en France, qui représente quelque part la richesse que l'on peut ensuite redistribuer dans la richesse dans notre pays, qui peut pour partie être redistribuée, eh bien on voit qu'il y a eu une rupture dans l'évolution du PIB en 2008. Donc on parle beaucoup de cette rupture selon la crise financière qui a bien sûr eu un impact sur notre économie, mais au même moment, c'était la fin du moteur démographique avec ces générations de baby-boomers qui augmentaient la population active, puisque c'était l'arrivée à la retraite des premières générations de baby-boomers, arrivée à la retraite qui était à l'âge de 61 ans à l'époque. Donc on est dans une configuration où finalement la période où notre démographie, toutes choses égales par ailleurs, était plutôt un moteur de croissance et en tout cas un moteur côté ressources, où maintenant, eh bien, c'est moins le cas et ça va nous amener à faire des choix, évidemment, sur à la fois les montants que l'on consacre à la protection sociale, mais la manière dont on les répartit. C'est toujours plus facile de prélever plus ou de répartir quand on a des marges qui se dégagent naturellement que quand ça n'est pas le cas. Alors, je continue mon parcours sur le passé en vous montrant comment... Voilà. Comment quel était le montant, le poids dans le PIB des différents risques de la protection sociale depuis quelques décennies. Donc ce que vous voyez en bleu, c'est le risque vieillesse-survie, donc à la fois les retraites et les prestations autonomie, donc l'allocation personnalisée à l'autonomie, l'aide sociale à l'hébergement. Donc vous voyez que ça représente la plus grosse part des pensions de prestations sociales, la part qui est la plus en augmentation. La maladie, bien sûr, est aussi liée au vieillissement, vous la voyez en rouge sur le graphique, mais l'augmentation est moindre. Donc maintenant, avec 14% du PIB consacré aux prestations vieillesse-survie, la France est un des pays de l'Europe dans lequel la protection sociale consacrée à ce risque est la plus importante. Alors, quels sont les enjeux pour le futur ? Parlons d'abord de démographie, puisque les hommes, c'est ce qui est le plus sûr dans les évolutions d'un futur qu'on ne peut pas tout à fait écrire. Eh bien, si vous regardez l'évolution du nombre de 60 ans et plus d'ici à 2050, le nombre de personnes de 60 ans et plus devrait être multiplié par 1,5, mais les plus âgés devraient augmenter plus fortement, plutôt être multipliés par 2, vous les voyez en jaune ici.
Et de ce fait, eh bien, l'évolution du nombre de personnes, soit bénéficiaires de l'APA, donc soit dépendantes, aurait une évolution intermédiaire. Donc on est sur des évolutions démographiques assez fortes et vers une part de plus en plus importante de la population qui aura plus de 60 ans. Donc la population de plus de 60 ans est de moins en moins une exception ou une petite partie de la vie, mais de plus en plus une partie essentielle de notre population qu'il faut intégrer. Alors les perspectives financières, je vais m'appuyer sur les projections du Conseil d'orientation des retraites. Est-ce que la part des retraites dans le produit intérieur brut va continuer à évoluer? Eh bien, avec les réformes qui ont déjà été faites jusqu'à présent, si vous regardez à relativement court terme, donc par exemple jusqu'en 2030, vous voyez que quelles que soient les perspectives économiques, donc les hypothèses que l'on peut faire sur la productivité, finalement, on va rester sur une part dans le PIB qui va être en très légère augmentation, peu différenciée selon les scénarios, mais qui reste d'une certaine manière maîtrisée, même si je ne sous-estime pas les enjeux que représentent les ajustements qui seront nécessaires. Mais on n'est pas dans une perspective d'évolution non maîtrisée de la part du système de retraite dans le PIB. Sur la dépendance, le compte de la dépendance est estimé à 30 milliards et lui progresserait d'ici à 2030 de 1 à 1,4 milliard, 1,4% du PIB. Je fais un petit zoom sur les retraites parce que vous voyez qu'en grande masse, c'est le plus important. Est-ce que le fait que la part des retraites dans le PIB se stabilise, en tout cas qu'il n'y ait pas d'évolution extraordinaire, signifie que, comme il va y avoir plus de personnes âgées, la pension de chacun va diminuer. Alors si on regarde les pensions, l'évolution des pensions moyennes, donc en euros constants, on voit que quel que soit le scénario macroéconomique, les pensions nettes moyennes vont continuer à augmenter. Elles bénéficieront de la croissance de l'économie et aussi du remplacement de générations avec des carrières plus complètes par rapport aux anciennes générations. Donc le sujet de la retraite actuellement dans le système actuel, ça n'est pas un sujet de « je n'aurai plus de retraite demain », non, vous aurez une retraite. Ça n'est pas un sujet de « les retraites vont globalement baisser ». En euros constants, elles sont plutôt sur une tendance croissante. Le sujet, c'est quel partage entre actifs et retraités, parce qu'on peut avoir une retraite qui continue à augmenter, mais si on est dans une société dans laquelle le niveau de vie augmente, lui, encore plus fortement, il peut y avoir un risque de décrochage. Donc actuellement, en France, comme vous le voyez sur ce graphique, le niveau de vie des retraités est très proche, enfin supérieur à celui de l'ensemble de la population, ce qui est une exception par rapport à l'ensemble des pays européens. Le niveau de vie relatif des retraités devrait à l'avenir baisser par rapport à l'ensemble de la population. À l'avenir, en fonction des choix qui seront faits, et c'est la conclusion de ma première partie, dans un contexte économique sans doute moins favorable qu'il ne l'a été à une certaine époque, les évolutions sociales et notamment le vieillissement nous amènent à faire des choix qui sont avant tout des choix de comment nous redistribuons les richesses entre différentes catégories d'âge, entre différentes catégories de personnes, avec une déclinaison de ces choix un petit peu différente pour la retraite, sur laquelle on a des systèmes éprouvés, qui fonctionnent depuis longtemps, qui sont pilotés, sur lesquels les questions qui se posent sont plus des questions d'ajustement, et différents par rapport à la prise en charge d'autonomie, pour lequel l'arrivée de classes d'âge très nombreuses à 75 ans et après est encore un futur devant nous. Et là, la manière dont la société va gérer ça reste très largement à écrire et à inventer. Donc deuxième partie, un aspect plus sur les droits des personnes et sur les modes de prise en charge. Donc les risques liés au vieillissement ont ceci de passionnant, qui est que quand on arrive à l'âge où ces questions se posent, on a tout un parcours derrière soi, un parcours qui a traversé des années de vie sociale et économique française, et donc comment faire évoluer une prise en charge qui résulte en fait de l'ensemble de nos évolutions sociales. Donc ça pose beaucoup de questions. Compte tenu du temps, je vais les évoquer uniquement brièvement. Donc
Donc sur la retraite, bien sûr, c'est l'évolution du monde du travail. On passe de monde du travail avec des mondes professionnels plus cloisonnés à des mondes dans lesquels il y a un certain nombre de passerelles entre mondes professionnels, mais pas tous. Donc va-t-on vers une universalité? À quel rythme? La question de comment résumer une carrière, l'époque dans laquelle chacun avait une carrière chez son employeur, une carrière ascendante est révolue. Bien que ça reste une majorité des cas, vous pouvez avoir des carrières beaucoup plus hachées, voire descendantes. Comment est-ce que vous tenez compte de tout ça? Est-ce que vous résumez une carrière aux meilleures années de cette carrière, ou est-ce que vous tenez compte plutôt, pour les droits retraite, de l'ensemble des cotisations versées? Est-ce que le schéma, plus largement, activité puis retraite, n'est pas amené à évoluer avec des phases d'inactivité à différentes périodes de la vie? Est-ce que, enfin, seule l'économie traditionnelle doit offrir des droits à la retraite? Ou est-ce que maintenant, par exemple, quand on est aidant, on peut avoir des droits à la retraite comme c'est prévu? Donc beaucoup de questions qui sont avant tout des questions sociales et qui posent aussi en matière de financement de la retraite la question de quelle articulation avec les autres risques. Bien sûr, si vous pouvez compter sur un système de financement public de la dépendance, vous n'avez peut-être pas les mêmes besoins financiers ou de niveau de vie pour votre retraite, si vous savez qu'en cas de difficulté de santé, ça pourrait être pris par ailleurs. Je voudrais finir en abordant un autre enjeu qui concernera tant les retraites que la dépendance, qui est un enjeu qui est lié à la première forme de protection sociale en France, qui est en fait la protection sociale au sein du couple et de la famille. C'est le premier échelon de solidarité qui est crucial. Il est crucial, comme on le voit sur cette représentation qui représente l'ensemble des retraités en France avec des surfaces proportionnelles à la fréquence des différentes situations et les taux de pauvreté qui sont représentés. Ce que vous voyez, c'est que pour les retraités vivant en couple, donc pour les femmes en orange, il y a un taux de pauvreté de 3%. Pour les hommes vivant en couple, il est de 5%, alors que pour toutes les situations de retraités ne vivant pas en couple, on est sur des taux de pauvreté bien plus importants. Donc la vie en couple, c'est vraiment ce qui permet d'avoir, les économistes appellent ça des économies d'échelle, donc de pouvoir mieux vivre avec de revenus, puisqu'il y a un certain nombre de dépenses qu'on fait qu'une fois que tout seul. Alors quelles sont les perspectives là-dessus? Alors si on regarde aux âges élevés ces pourcentages de vie en couple, on s'aperçoit qu'aux âges élevés, eh bien, on vit plus en couple qu'avant, puisque l'augmentation de l'espérance de vie permet à chacun de vivre plus souvent en couple. Alors que c'est moins le cas avant 60 ans, où là c'est plutôt les évolutions de la vie en couple qui fait que maintenant les proportions de personnes vivant en couple sont moins nombreuses. Donc pour l'instant, la vie en couple c'est plutôt un facteur aidant pour les générations actuelles de retraités, mais c'est un facteur qui nous amène à réfléchir pour la suite. Autre facteur de réflexion, c'est finalement, mais qu'est-ce qu'est un couple? Alors je ne vais pas rentrer dans des débats très psychologiques sur le sujet, mais d'un point de vue institutionnel, le premier marqueur du couple, c'est un couple marié. Donc c'est pour l'instant ce qui est par exemple utilisé en matière de réversion. Alors ce que vous voyez sur cette pyramide des âges en fonction du statut matrimonial, c'est que le couple non mariés, en fait, ou en tout cas des situations de personnes qui sont non mariées se développent. Donc ce sont les situations qui sont en couleur pâle. Donc ce que vous voyez, c'est qu'à l'âge de la réversion, donc l'âge moyen de la réversion qui est de 73 ans actuellement, en fait, vous avez essentiellement encore des personnes qui sont mariées, divorcées ou déjà veuves. Donc les générations qui arrivent à l'âge du veuvage et qui en fait n'ont pas été mariées, c'est à partir de maintenant. Donc comment est-ce que notre système de retraite prend en compte ou pas des modes de vie en couple qui se sont répartis dans la population, qui ne sont pas assortis d'un certain nombre d'engagements que le mariage associe au mariage, mais qui sont ancrés dans la vie des gens. Je parle de l'institutionnalisation du couple, mais il y a beaucoup d'autres enjeux autour de la famille. Je citerai le développement de la monoparentalité. Plus d'une famille avec enfants mineurs sur 5 est monoparentale. Donc ça veut dire moins de revenus, moins d'épargne, moins de patrimoine, moins d'appui. Donc quelle retraite, quel traitement de ces situations pour le système de retraite? Le couple, c'est aussi finalement avec des parcours de vie qui sont de plus en plus longs avec le vieillissement et les évolutions sociales. On peut avoir plusieurs couples au cours de sa vie.
Est-ce que le deuxième couple est le même que le premier? Vous voyez les statistiques qui sont sur l'écran. Dans un tiers des couples formés depuis moins de 4 ans, un des conjoints avait déjà un enfant. Comment va s'organiser le soutien aux personnes vieillissantes, le partage du patrimoine dans ces configurations-là? Beaucoup de questions qui sont des questions sociales, mais qui agressent aussi notre protection sociale. Il y a aussi les questions du logement et du patrimoine qui sont autant de ressources, pas pour tout le monde, mais qui se sont fortement développées avec le baby-boom. Et donc, en conclusion, donc, comme l'avait dit d'ailleurs Dominique Libaud, les enjeux de notre protection sociale et les défis sont avant tout les enjeux et les défis de notre société dans son ensemble. Nous avons une société dans laquelle les parcours se diversifient, les souhaits et les comportements aussi. Donc nous avons un enjeu d'évolution pour la protection sociale avec la société. Mais en tant qu'organisme de protection sociale, nous avons aussi un enjeu d'aider la société à évoluer. Donc nous sommes acteurs et pas simplement passifs. Ces enjeux sont importants, en particulier en matière de dépendance, puisque l'espérance de vie sans incapacité a tendance à stagner en France, même si pour l'instant elle progresse plutôt après 65 ans. Donc comment faire en sorte de sortir, ou peut-on sortir du modèle plutôt curatif où on reste sur une prise en charge avec un modèle plus inclusif où finalement des situations qui concernent de plus en plus de monde ont vocation à être gérées par la société dans son ensemble. Donc quel mode de prise en charge sur ces questions-là? J'aimerais donc souligner l'importance de la prévention pour que le vieillissement se passe de la meilleure manière possible. Donc, je pense que c'est un enjeu très fort, incertain, mais qu'il faut y aller. Parce que, et ce sera ma conclusion, si on sait que la période de retraite se finit nécessairement mal, il n'y a pas de raison qu'elle ne se passe pas bien. Merci. Merci beaucoup Pascal Breuil pour cette prospective. Je vous avais montré à la fois qu'on avait ces facteurs qui pouvaient créer de l'incertitude ou aussi des espérances positives de prévention, l'isolement, ça c'est aussi quand même quelque chose qu'il a percuté, et le caractère en apparence piloté de notre système. Alors peut-être quand même effectivement piloté, on voit que c'est un système piloté sur le risque de retraite et la prévisibilité. Peut-être ce qu'on peut simplement introduire, c'est la notion de risque politique, mais qui là nous renvoie à une actualité. Où l'on voit qu'on a un ONDAM, par exemple, dans l'assurance maladie, qui a été vraiment un outil de pilotage très puissant, mais qui vient peut-être être un peu ébranlé. C'est vrai, quand on voit la journée d'hier, très forte mobilisation sur l'hôpital, on demande à desserrer la contrainte. Sur la question des retraites, vous avez très bien montré comment les pensions en monétaire ont continué à progresser, mais qu'on a quand même en relatif ce passage d'une parité, une quasi-parité de niveau de vie en projection à 80%. Alors on pourrait dire, finalement, au niveau de vie retraité à 80% des actifs, c'est 1980. En 1980, on n'avait pas les retraités avec des gilets jaunes sur les ronds-points. Mais en même temps, en 1980, le taux de consommation n'était pas la même, c'est-à-dire un poids beaucoup moins important des dépenses contraintes, de la dépense de logement. Alors c'est vrai que ça aiguise notre regard.